Maintenant, nous allons parler poils et pelage. Bien, alors le poil est créé et synthétisé dans une espèce de petit sac que l'on appelle le follicule. Le follicule est un appendice de l'épiderme. Il se trouve dans l'épiderme, mais il s'enfonce dans le derme. Tous les follicules sont créés au stade embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils sont créés pendant le développement de l'embryon. Et chaque individu, chaque chien, chaque chat, naît avec un capital. Et ce capital ne peut pas se renouveler. C'est-à-dire que lorsqu'un follicule pileux est détruit, plus aucun poil ne repoussera à cet endroit. C'est terminé. Donc, le toiletteur doit être très prudent avec ce qu'il fait à la peau, puisqu'il doit également préserver le capital folliculaire. Parlons maintenant anatomie. Anatomie du follicule pileux. Le follicule pileux est d'abord constitué de 3 parties distinctes. Si on part du haut, c'est-à-dire la surface de la peau, vers le bas, on va en haut retrouver l'infundibulum, qui est une sorte de formation anatomique en entonnoir. Juste en dessous, une petite section qui s'appelle l'isthme ou l'isthmus et qui va servir de connexion à la partie profonde du follicule qu'on appelle le bulbe pileux. Ensuite, on peut séparer le follicule pileux en plusieurs zones. Tout en haut, l'orifice dont sortent les poils s'appelle l'ostium, l'ostium folliculaire. On retrouve également la glande sébacée. On trouve également, attaché au follicule pileux et allant rejoindre l'épiderme, le muscle arrecteur. On retrouve ensuite la gaine épithéliale externe et la gaine épithéliale interne qui vont alors protéger le poil. Le poil se trouve au centre du follicule pileux. Dans le bulbe pileux, on retrouve d'abord la matrice du poil. Au fond du bulbe pileux, on retrouve la papille dermique. Et on se rend compte alors que le poil n'est qu'un élément parmi d'autres
du follicule pileux. Le pelage chez l'animal a plusieurs rôles. Un rôle donc de protection, un rôle de reconnaissance sociale, un rôle de régulation thermique, un rôle d'organe d'essence. On a vu également précédemment qu'il pouvait servir de défense contre les prédateurs, notamment avec sa couleur. Donc nous allons voir ces 4 autres rôles dans ce qui va suivre. Il est très important de comprendre que les chiens et les chats ont ce qu'on appelle un pelage composé, un follicule composé, par opposition à un follicule simple. Ça signifie que chez le chien et le chat, eh bien, plusieurs poils sortent du même follicule. Alors que par exemple chez nous, les humains, nous avons ce qu'on appelle des follicules simples. Chaque follicule ne comporte qu'un seul sac, d'où ne sort qu'un seul poil. Et lorsqu'on parle des follicules composés du chien et du chat, eh bien, il y a beaucoup de petits sacs et il y a en fonction du sac un type de poil différent qui va sortir. Alors généralement, chaque follicule pileux contient d'abord un poil primaire. C'est le plus grand, c'est celui qui sort du plus gros sac. Ce poil primaire est entouré par 2 à 5 petits sacs, plus petits sacs ou moyens sacs si vous préférez, dont vont sortir des poils primaires latéraux. Puis autour, on a jusqu'à 20 poils secondaires. Donc, reprenons d'abord. Les poils primaires. Les poils primaires sont les plus grands et on a vu qu'il y avait 2 types de poils primaires. D'abord, le poil primaire principal, celui qui est tout seul dans le follicule, on l'appelle également le poil de jarre. Donc c'est un poil rigide, il est plus épais que les autres et il est généralement très lisse, très droit. Et c'est un poil qui va couvrir toute la surface cutanée. Ce poil sert de protection contre la pluie. Les poils primaires latéraux sont également appelés poils de garde et ils sont modérément souples, c'est-à-dire qu'ils sont plus souples que le poil primaire principal et ils vont avoir une orientation différente du sous-poil et en travaillant avec le sous-poil, en collaboration avec le sous-poil, donc les poils secondaires, ils vont permettre une meilleure isolation thermique. Les poils secondaires sont plus petits, beaucoup plus fins, plus laineux, et ils vont constituer généralement ce qu'on peut appeler donc le sous-poil ou le duvet. Et ils vont aussi favoriser ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle adéquate. Donc ce sont des poils très fins et très souples. Donc nous avons
D'abord, ces trois types de poils. Le poil primaire qui isole, c'est-à-dire qui imperméabilise la fourrure. Il protège, grâce à lui et au fait qu'il soit couvert de sébum, l'eau glisse, car il est bien raide, il est bien épais et droit. L'eau va donc glisser plutôt que d'entrer dans le sous-poil. Les poils primaires latéraux vont, eux, être orientés différemment et ils vont rentrer dans le sous-poil de manière à ce que le sous-poil soit gardé en ordre. Parce que le sous-poil est fin et souple et un poil fin a souvent tendance à onduler et plus un poil est fin et ondulé, plus il s'accrochent les uns aux autres et ils nouent. Le poil primaire secondaire est en quelque sorte là pour garder tous les sous-poils bien en ordre et les séparer en quelque sorte. Et en même temps, il va permettre de faire entrer dans le sous-poil plus ou moins d'air en fonction de la quantité de sous-poil dont il est accompagné pour rafraîchir la surface de la peau. C'est pour ça qu'en hiver, lorsque les animaux muent, lorsque les animaux ont leur sous-poil, ils n'ont pas besoin d'avoir froid à la peau, ils ont besoin d'avoir chaud. Donc, il y a plus de sous-poil qui va servir comme en quelque sorte une couverture chauffante. Et comme il y en a beaucoup, le poil primaire latéral ne fait pas rentrer beaucoup d'air dans le pelage. C'est inutile puisqu'on veut garder de la chaleur au maximum. En été, lorsqu'il fait très chaud, l'animal a perdu des poils grâce à la mue. Et grâce à cela, puisqu'il y a une moins forte densité de sous-poil, le poil primaire latéral, lui, peut faire entrer de l'air et rafraîchir le corps. On voit donc le mécanisme dont sont équipés naturellement les animaux pour se rafraîchir en été quand il fait chaud et pour se réchauffer quand il fait froid. En connaissant ce mécanisme, on se rend compte que la tonte est inutile lorsque l'entretien du chien est fait correctement, bien sûr. En plus de ces trois types de poils, il y a deux autres types de poils dont il faut parler. La fourrure se compose également de poils dits spécialisés, avec un rôle spécifique. D'abord, les vibrisses. Les vibrisses sont présentes sur la face. Il y a ensuite les poils thylotryches qui sont disséminés un peu partout sur l'ensemble du corps. On en retrouvera notamment un certain nombre sur le bout de la queue, par exemple, ou sur les pattes. Mais ils sont disséminés sur l'ensemble du corps. Ces poils sont plus grands que les autres. Ils sont aussi plus larges parce qu'ils ont une vascularisation très développée. Dans les trois premiers types de poils dont on a parlé, le vaisseau sanguin rejoint la papille dermique, mais ne rentre pas dans le poil. Il s'arrête là et la papille dermique crée le poil. Chez les poils spécialisés, donc dans les vibrisses et dans les thylotryches, le vaisseau sanguin et le nerf montent dans le poil. Ainsi donc, ce sont des organes sensoriels. Ils ont donc un rôle très important dans la sensation tactile de l'animal. Et notamment, ils vont avoir des fonctions pour le déplacement, mais aussi la reconnaissance entre individus. Ils ont des fonctions sociales. Chez le chat, et prenons l'exemple du chat, c'est la même chose chez le chien, donc chez le chat, il y a de très grandes vibrisses. Le chat est un prédateur qui a gardé beaucoup d'instinct, et cet instinct de prédation fait que, étant donné que c'est un chasseur solitaire, il doit se concentrer seul sur sa proie. Il ne doit donc pas la quitter des yeux. Avec le développement, au fil des ans, au fil des siècles, puisqu'il fallait qu'en tant que chasseur, il se concentre sur une proie précise, sa vision de la profondeur, c'est-à-dire de l'évaluation de la distance par rapport à l'objet qui est devant lui, a été restreinte à environ 150 degrés. Ce qui fait qu'ici, sur les côtés, il n'a
aucune idée à quelle profondeur, à quelle distance se trouvent les obstacles. Et donc, s'il n'a pas les vibrisses pour l'aider lorsqu'il tourne la tête, il n'a aucune idée qu'il va toucher quelque chose, comme le coin de la table basse par exemple, parce qu'on lui a tendu ou coupé les vibrisses. Donc, ces poils spécialisés, on demande souvent, on se pose la question, faut-il couper les vibrisses ou non? Alors on peut séparer la réponse pour le chat et pour le chien. Le chat, on peut le constater lorsqu'on les voit évoluer dans leur environnement naturel, ont gardé un certain instinct de prédation, même lorsqu'ils vivent en intérieur, hein, ils vont développer cet instinct sur les chaussures, sur les mains de leur mère, etc. Sur leurs petits jouets, sur leur grattoir, et donc ce sont des animaux assez indépendants qui se déplacent assez seuls, ils ne vont pas vous suivre partout dans la maison, donc ils ont vraiment besoin de leur vibrisses pour se déplacer et ne pas se prendre le coin de la table basse à chaque fois qu'ils tournent la tête. Chez le chien, lui, est beaucoup plus proche de l'homme. Généralement, quand son humain ne fait rien, l'animal ne fait rien ou presque rien non plus. Il ne va généralement pas se déplacer tout seul partout dans la maison. Et quand il va se promener, généralement, c'est accompagné de son maître. La plupart du temps, de toute façon, on ne coupe pas les vibrisses à l'animal, on ne coupe pas les vibrisses du chien. Mais cela peut arriver qu'on le fasse parce qu'en question d'esthétisme, pour certaines races, notamment le caniche, où l'on va tondre tout le museau et donc les vibrisses avec. Est-ce dangereux pour l'animal? Bien, je pense que vous avez déjà vu des caniches évoluer. Ça va être perturbant pour l'animal au tout début par exemple, quand il est tout petit et c'est la première fois qu'on va lui tondre le museau, il va probablement se prendre une ou deux portes vitrées dans la figure avant de comprendre qu'il faut y aller doucement avant de passer ce qui ressemble à une porte et qui pourrait être vitrée. Est-ce que ça lui fait mal? Je n'ai trouvé aucune donnée à ce sujet et en observant les toilettages, je pense que l'on peut conclure des observations que l'on fait du toilettage que l'animal n'est pas insensible à la coupe des vibrisses. L'animal le sent. Certains sont plus sensibles que d'autres. Certains vont relever la babine et montrer la dent lorsque l'on approche la tondeuse de cette zone. Faut-il donc les couper ou pas? C'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de preuve intangible que ça les fait souffrir. L'animal peut s'adapter et vivre tout à fait normalement sans ses vibrisses. Là, je parle du chien. Donc, pour ce qui est du chien, je pense que c'est à vous de déterminer votre propre politique et de décider si vous souhaitez le faire ou pas au regard des éléments scientifiques que je viens de vous donner. Voilà. Maintenant, revenons sur le poil et son anatomie. Un poil, il est constitué d'abord d'une racine et ensuite d'une tige. Alors la racine se trouve dans la profondeur de la peau, elle n'est pas visible. La tige, elle, possède une extrémité libre qui dépasse de la surface cutanée. C'est ce que l'on voit lorsqu'on regarde un pelage, les poils qui dépassent, on voit la tige. Les poils sont constitués de différentes protéines, notamment par exemple, on va y retrouver la cystine. Maintenant, prenons l'anatomie interne du poil. Le poil se compose de 3 parties, de l'intérieur vers l'extérieur. Au centre du poil, nous avons la médula.
Il s'agit en fait de cellules aplaties de haut en bas. Elles sont solides près de la base du poil et plus on monte dans le poil, plus elles vont être espacées et on va retrouver de l'air et on va retrouver des globules de glycogène par exemple. En gros, c'est très dense en bas et plus on monte, plus il y a des espaces entre les cellules de la médula. Autour de la médula, on retrouve le cortex. Alors le cortex est constitué de cellules cornifiées qui sont allongées parallèlement au grand axe du poil. Et c'est le cortex qui contient les pigments, c'est-à-dire que c'est le cortex qui va accueillir la couleur du poil. Et anatomiquement, il représente environ 1/6 à 1/4 de l'épaisseur du poil. Puis, autour du cortex, on retrouve ce qu'on appelle la cuticule. La cuticule est composée de cellules aplaties qui sont cornifiées, anucléées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de noyau. Et comme dans le stratum corneum, elles sont organisées comme des tuiles sur un toit. Donc elles sont toutes plates et très adhérentes entre elles. Et lorsqu'elles sont bien adhérentes entre elles, elles vont donner l'aspect doux et soyeux au toucher du poil. Les cellules aplaties et cornifiées qui forment la cuticule sont collées entre elles par le sébum. Que signifie avoir des cuticules ouvertes? Eh bien, les cuticules ne sont pas des petites portes avec des gonds qui s'ouvrent et qui se ferment, non. En fait, les cuticules sont simplement des cellules qui sont collées. Et lorsqu'on enlève cette colle, lorsqu'on enlève le sébum, eh bien, elles se relèvent automatiquement, laissant notamment une entrée vers le cortex. Donc, lorsqu'un poil ne produit pas assez de sébum, ou qu'il a été trop dégraissé, ou qu'il a été tout simplement dégraissé par le toilettage, eh bien, toutes les cuticules sont ouvertes. C'est l'une des nombreuses raisons qui fait qu'on ne peut pas toiletter un animal sans le conditionner. Tout animal shampooiné doit être conditionné ensuite si l'on veut fermer les cuticules. Si vous laissez les cuticules ouvertes, le poil s'emmêlera beaucoup plus vite et il deviendra cassant. Donc, avec ces trois types de poils qu'on a vus en premier, le poil primaire latéral et le poil secondaire, eh bien, en fonction de la répartition de ces différents types de poils, on obtient différents types de pelage. Donc, les différences de pelage, généralement, vont dépendre des races, puisque chaque race va avoir un certain poil prédominant. Par exemple, le pelage qui est appelé classique, c'est notamment, par exemple, le pelage du berger allemand. Ou tout ce qu'on appelle faussement les fourrures doubles, qui en réalité sont donc des fourrures triples. On va avoir une quantité à peu près bien répartie entre poils primaires et poils primaires latéraux d'un côté et poils secondaires de l'autre. La proportion entre chacun de ces poils va principalement dépendre de la saison et de la manière dont l'animal va muer, mais la répartition est à peu près égale entre les poils primaires et primaires latéraux et les poils secondaires. On peut aussi avoir des chiens qui auront le poil court et dur. Alors les chiens à poil court et dur, cela signifie qu'en fait ils ont beaucoup plus de poils primaires. Les poils primaires sont très développés, et là je parle des deux types de poils primaires. Et ils auront par contre très peu, voire pas de sous-poil du tout. On peut avoir aussi des chiens au poil court mais fin et doux. Alors ces chiens généralement ont de nombreux poils secondaires et ils vont avoir des poils primaires aussi mais qui seront de petite taille.
Chez les poils longs, eh bien, on a un peu les deux. On peut avoir des poils longs avec une proportion importante de poils secondaires. Par exemple, le caniche n'a quasiment que des poils secondaires. En fait, le caniche ne produit quasiment que du sous-poil. On peut aussi parler du Bedlington. Alors, le Bedlington, c'est un chien qui va naître, qui va venir au monde avec tous ses poils primaires. Et comme c'est le poil primaire qui accueille la quasi-totalité de la pigmentation, le chien est tout foncé. Puis, en grandissant, son poil secondaire va se développer et beaucoup plus que le poil primaire, il en aura beaucoup plus. Et le poil secondaire ne reçoit que très peu de pigmentation. Par conséquent, il s'éclaircit à mesure que le poil secondaire se développe. Mais lorsque vous allez regarder, vous allez écarter ou même simplement regarder de très près la fourrure d'un Bedlington, vous pouvez tout à fait voir des poils noirs, ou du moins très foncés, au milieu, dans la masse du poil secondaire très clair. Dans la race, on appelle ça le crin. C'est en réalité donc le poil primaire qui est là, mais qui est en tellement petite quantité que la fourrure s'en trouve très éclaircie. Alors lorsqu'on parle de type de fourrure, eh bien, les nombreuses caractéristiques du pelage sont transmises généralement par un gène autosomal récessif. Un gène autosomal, c'est un gène qui est autre que sexuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un gène qui est accroché à X ou Y. Donc, récessif signifie que les deux parents doivent transmettre le gène pour qu'il ressorte, pour que la caractéristique ressorte. Par exemple, la couleur marron. Alors la couleur marron qu'on appelle chocolat, bronze, chez le Terre-Neuve, le terrier tibétain, le charpé, eh bien il faut que les deux parents soient porteurs du gène marron pour que les chiots soient marrons. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir deux parents noirs, mais si ces deux parents sont tous les deux porteurs du gène marron, alors on a à peu près 25% de chance, une chance sur 4, d'obtenir un chiot chocolat, un chiot marron. La caractéristique du poil long également, que l'on retrouve chez l'Alaskan Malamute, chez le corgi, le braque hongrois, le berger allemand, le mastif, le berger belge, le braque de Weimar, etc., etc. Le caractère de dilution qu'on va retrouver chez le dog allemand, le charpé encore, la zawak, le Staffordshire terrier, le bull terrier, le greyhound, le berger belge, le whippet, le bulldog anglais, le bulldog français, etc., etc. Le gène de dilution se transmet uniquement, ne se transmet pas, se ressort chez le chiot uniquement lorsque les deux parents sont porteurs. Par contre, puisqu'on parle de transmission, pour être sûr que je ne vous ai pas embrouillé, lorsqu'on a un parent qui possède le gène récessif ou dominant et un parent qui ne le possède pas, on n'aura aucun chiot dans la portée qui va manifester cette caractéristique. Par exemple, aucun chiot n'aura le poil long. Par contre, certains des chiots seront porteurs, eux aussi auront le gène autosomal récessif avec la caractéristique et seront donc susceptibles de le transmettre à leur descendance. Donc le poil pousse. Et la manière dont le poil pousse dépend aussi de caractéristiques génétiques. Voyons d'abord comment le poil pousse, voyons le cycle pilaire. Alors le cycle pilaire, on va dire tout d'abord qu'il se décompose principalement en 3 grandes phases, elles-mêmes entrecoupées de phases intermédiaires.
Donc d'abord, la première phase, dite anagène, c'est la phase de croissance du poil. C'est là où le poil est parfaitement vivant, parfaitement bien accroché à la papille dermique et il pousse. Puis vient la phase intermédiaire ou catagène. On l'appelle également la phase de dégénérescence. Là, le poil va commencer donc à dégénérer, va commencer à se rétrécir et va progressivement commencer à se détacher de la papille dermique. Puis, alors la phase catagène dure environ 10 à 20 jours, peu importe l'individu. Ensuite vient la phase dite télogène. Alors on l'appelle également parfois la phase de repos, puisque en fait dans cette dernière phase, le poil n'évolue plus, il a complètement rétréci sur lui-même, il est complètement détaché de la papille dermique, et là il se repose en attendant qu'un autre poil entre en phase anagène et vienne l'expulser du follicule. Et cette phase qui est à cheval sur la fin de la phase télogène de l'ancien poil et à cheval sur le début de la phase anagène du nouveau poil, c'est la phase exogène, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le vieux poil est expulsé par le nouveau. Donc la phase exogène. Étudions maintenant la longueur des cycles. Alors, plusieurs facteurs déterminent la longueur des cycles, mais le principal facteur, c'est le facteur génétique. Lorsqu'on parle de la longueur des cycles par rapport à la génétique, on peut classer toutes les races dans deux groupes. D'abord, certaines races de chiens uniquement sont dites anagènes, c'est-à-dire elles ont une phase anagène extrêmement longue, donc on pense au Yorkshire, au Bichon, au Caniche, au Wheaten Terrier, au Kerry Blue, etc., etc. Ce sont des chiens qui n'ont pas génétiquement de longueur de poil préprogrammée. C'est-à-dire que les gènes ne disent pas à un moment donné « Non, mais en fait, le poil doit faire 20 cm, alors quand on arrive à 20 cm, on arrête les gars ». Dans l'autre groupe, on va avoir d'abord tous les chats, sans exception, absolument tous les chats, et une très grande partie des races de chiens, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en réalité, par rapport au nombre, aux centaines de races de chiens qui existent, il y en a très peu qui sont dites anagènes. Et donc dans ce deuxième groupe, on a toutes les races qui sont dites télogènes, c'est-à-dire avec une phase télogène très longue, parce que ces chiens et tous ces chats ont une longueur de poil préprogrammée génétiquement. Ça veut dire que lorsque le poil a atteint sa longueur, il s'arrête, puis il va rester là jusqu'à la mue. Donc, tous les chiens de type berger, tous les chiens nordiques, tous les chiens de type primitif, etc., tous les molossoïdes, absolument tout, énormément de terriers, etc., ont des poils, sont télogènes. Donc, la longueur des cycles est déterminée par d'abord un facteur génétique, un facteur important. Ensuite, cette phase
longue anagène ou cette phase longue ténogène, ne va pas être de la même longueur chez tous les individus, strictement par exemple toujours 3 mois. En fait, les cycles vont également être déterminés par des facteurs externes, par exemple le changement de saison, la photopériode, la manière dont le chien est alimenté ou le chat. Des carences provoquent des cycles plus courts. Enfin, la durée de ces phases va aussi dépendre de facteurs internes, par exemple les hormones, la manière dont la peau est vascularisée, aussi des facteurs de croissance. Lorsqu'un animal est en pleine croissance, ses poils sont en phase anagène lorsqu'il constitue son pelage d'adulte. Puis ensuite, il va prendre à l'âge adulte les cycles de l'adulte. Il est important de comprendre lorsqu'on parle de ces cycles que chaque follicule est complètement indépendant des autres. C'est-à-dire que en fait, chaque follicule vit sa vie sans regarder ce que fait son voisin. Il est à un stade différent dans le cycle de croissance et ça permet notamment à ce que le chien ou le chat ne se retrouve pas complètement nu à un certain moment. Parce que si vous avez tous les poils en phase télogène, ou en phase exogène au même moment, ça veut dire que tous les poils tombent en même temps. Donc, chaque follicule est indépendant des autres. Maintenant, nous allons parler poils et pelage. Bien, alors le poil est créé et synthétisé dans une espèce de petit sac que l'on appelle le follicule. Le follicule est un appendice de l'épiderme. Il se trouve dans l'épiderme, mais il s'enfonce dans le derme. Tous les follicules sont créés au stade embryonnaire, c'est-à-dire qu'ils sont créés pendant le développement de l'embryon. Et chaque individu, chaque chien, chaque chat, naît avec un capital. Et ce capital ne peut pas se renouveler. C'est-à-dire que lorsqu'un follicule pileux est détruit, plus aucun poil ne repoussera à cet endroit. C'est terminé. Donc, le toiletteur doit être très prudent avec ce qu'il fait à la peau, puisqu'il doit également préserver le capital folliculaire. Parlons maintenant anatomie. Anatomie du follicule pileux. Le follicule pileux est d'abord constitué de 3 parties distinctes. Si on part du haut, c'est-à-dire la surface de la peau, vers le bas, on va en haut retrouver l'infundibulum, qui est une sorte de formation anatomique en entonnoir. Juste en dessous, une petite section qui s'appelle l'isthme ou l'isthmus et qui va servir de connexion à la partie profonde du follicule qu'on appelle le bulbe pileux. Ensuite, on peut séparer le follicule pileux en plusieurs zones. Tout en haut, l'orifice dont sortent les poils s'appelle l'ostium folliculaire. On retrouve également la glande sébacée. On trouve également, attaché au follicule pileux et allant rejoindre l'épiderme, le muscle arrecteur.
On retrouve ensuite la gaine épithéliale externe et la gaine épithéliale interne qui vont alors protéger le poil. Le poil se trouve au centre du follicule pileux. Dans le bulbe pileux, on retrouve d'abord la matrice du poil. Au fond du bulbe pileux, on retrouve la papille dermique. Et on se rend compte alors que le poil n'est qu'un élément parmi d'autres du follicule pileux. Le pelage chez l'animal a plusieurs rôles. Un rôle donc de protection, un rôle de reconnaissance sociale, un rôle de régulation thermique, un rôle d'organe d'essence. On a vu également précédemment qu'il pouvait servir de défense contre les prédateurs, notamment avec sa couleur. Donc nous allons voir ces 4 autres rôles dans ce qui va suivre. Il est très important de comprendre que les chiens et les chats ont ce qu'on appelle un pelage composé, un follicule composé, par opposition à un follicule simple. Ça signifie que chez le chien et le chat, eh bien, plusieurs poils sortent du même follicule. Alors que par exemple chez nous, les humains, nous avons ce qu'on appelle des follicules simples. Chaque follicule ne comporte qu'un seul sac, d'où ne sort qu'un seul poil. Et lorsqu'on parle des follicules composés du chien et du chat, eh bien, il y a beaucoup de petits sacs et il y a en fonction du sac un type de poil différent qui va sortir. Alors généralement, chaque follicule pileux contient d'abord un poil primaire. C'est le plus grand, c'est celui qui sort du plus gros sac. Ce poil primaire est entouré par 2 à 5 petits sacs, plus petits sacs ou moyens sacs si vous préférez, dont vont sortir des poils primaires latéraux. Puis autour, on a jusqu'à 20 poils secondaires. Donc, reprenons d'abord. Les poils primaires. Les poils primaires sont les plus grands et on a vu qu'il y avait 2 types de poils primaires. D'abord, le poil primaire principal, celui qui est tout seul dans le follicule, on l'appelle également le poil de jarre. Donc c'est un poil rigide, il est plus épais que les autres et il est généralement très lisse, très droit. Et c'est un poil qui va couvrir toute la surface cutanée. Ce poil sert de protection contre la pluie.
Les poils primaires latéraux sont également appelés poils de garde et ils sont modérément souples, c'est-à-dire qu'ils sont plus souples que le poil primaire principal et ils vont avoir une orientation différente du sous-poil. Et en travaillant avec le sous-poil, en collaboration avec le sous-poil, donc les poils secondaires, ils vont permettre une meilleure isolation thermique. Les poils secondaires sont plus petits, beaucoup plus fins, plus laineux, et ils vont constituer généralement ce qu'on peut appeler donc le sous-poil ou le duvet. Et ils vont aussi favoriser ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle adéquate. Donc ce sont des poils très fins et très souples. Donc nous avons d'abord ces trois types de poils. Le poil primaire qui isole, c'est-à-dire qui imperméabilise la fourrure. Il protège, grâce à lui et au fait qu'il soit couvert de sébum, l'eau glisse, car il est bien raide, il est bien épais et droit. L'eau va donc glisser plutôt que d'entrer dans le sous-poil. Les poils primaires latéraux vont, eux, être orientés différemment et ils vont rentrer dans le sous-poil de manière à ce que le sous-poil soit gardé en ordre. Parce que le sous-poil est fin et souple et un poil fin a souvent tendance à onduler et plus un poil est fin et ondulé, plus il s'accroche les uns aux autres et il noue. Le poil primaire secondaire est en quelque sorte là pour garder tous les sous-poils bien en ordre et les séparer en quelque sorte. Et en même temps, il va permettre de faire entrer dans le sous-poil plus ou moins d'air en fonction de la quantité de sous-poil dont il est accompagné pour rafraîchir la surface de la peau. C'est pour ça qu'en hiver, lorsque les animaux muent, ont leur sous-poil, ils n'ont pas besoin d'avoir froid à la peau, ils ont besoin d'avoir chaud. Donc, il y a plus de sous-poil qui va servir comme en quelque sorte une couverture chauffante. Et comme il y en a beaucoup, le poil primaire latéral ne fait pas rentrer beaucoup d'air dans le pelage. C'est inutile puisqu'on veut garder de la chaleur au maximum. En été, lorsqu'il fait très chaud, l'animal a perdu des poils grâce à la mue. Et grâce à cela, puisqu'il y a une moins forte densité de sous-poil, le poil primaire latéral, lui, peut faire entrer de l'air et rafraîchir le corps. On voit donc le mécanisme dont sont équipés naturellement les animaux pour se rafraîchir en été quand il fait chaud et pour se réchauffer quand il fait froid. En connaissant ce mécanisme, on se rend compte que la tonte est inutile lorsque l'entretien du chien est fait correctement, bien sûr. En plus de ces trois types de poils, il y a deux autres types de poils dont il faut parler. La fourrure se compose également de poils dits spécialisés, avec un rôle spécifique. D'abord, les vibrisses. Les vibrisses sont présentes sur la face. Il y a ensuite les poils thylotryches qui sont disséminés un peu partout sur l'ensemble du corps. On en retrouvera notamment un certain nombre sur le bout de la queue, par exemple, ou sur les pattes. Mais ils sont disséminés sur l'ensemble du corps. Ces poils sont plus grands que les autres. Ils sont aussi plus larges parce qu'ils ont une vascularisation très développée. Dans les trois premiers types de poils dont on a parlé, le vaisseau sanguin rejoint la papille dermique, mais ne rentre pas dans le poil. Il s'arrête là et la papille dermique crée le poil.
Chez les poils spécialisés, donc dans les vibrisses et dans les quilles d'Autriche, le vaisseau sanguin et le nerf montent dans le poil. Ainsi donc, ce sont des organes sensoriels. Ils ont donc un rôle très important dans la sensation tactile de l'animal. Et notamment, ils vont avoir des fonctions pour le déplacement, mais aussi la reconnaissance entre individus. Ils ont des fonctions sociales. Chez le chat, et prenons l'exemple du chat, c'est la même chose chez le chien. Donc, chez le chat, il y a de très grandes vibrisses. Le chat est un prédateur qui a gardé beaucoup d'instinct. Et cet instinct de prédation fait que, étant donné que c'est un chasseur solitaire, il doit se concentrer seul sur sa proie. Il ne doit donc pas la quitter des yeux. Avec le développement, au fil des ans, au fil des siècles, puisqu'il fallait qu'en tant que chasseur, il se concentre sur une proie précise, sa vision de la profondeur, c'est-à-dire de l'évaluation de la distance par rapport à l'objet qui est devant lui, a été restreinte à environ 150 degrés. Ce qui fait que ici, sur les côtés, il n'a aucune idée à quelle profondeur, à quelle distance se trouvent les obstacles. Et donc, s'il n'a pas les vibrisses pour l'aider lorsqu'il tourne la tête, il n'a aucune idée qu'il va toucher quelque chose, comme le coin de la table basse par exemple, parce qu'on lui a tendu ou coupé les vibrisses. Donc, ces poils spécialisés, on demande souvent, on se pose la question, faut-il couper les vibrisses ou non? Alors, on peut séparer la réponse pour le chat et pour le chien. Le chat, on peut le constater lorsqu'on les voit évoluer dans leur environnement naturel, ont gardé un certain instinct de prédation, même lorsqu'ils vivent en intérieur, ils vont développer cet instinct sur les chaussures, sur les mains de leur mère, etc. Sur leurs petits jouets, sur leur grattoir, et donc ce sont des animaux assez indépendants qui se déplacent assez seuls, ils ne vont pas vous suivre partout dans la maison, donc ils ont vraiment besoin de leur vibrisses pour se déplacer et ne pas se prendre le coin de la table basse à chaque fois qu'ils tournent la tête. Chez le chien, lui, est beaucoup plus proche de l'homme. Généralement, quand son humain ne fait rien, l'animal ne fait rien ou presque rien non plus. Il ne va généralement pas se déplacer tout seul partout dans la maison. Et quand il va se promener, généralement, c'est accompagné de son maître. La plupart du temps, de toute façon, on ne coupe pas les vibrisses à l'animal, on ne coupe pas les vibrisses du chien. Mais cela peut arriver qu'on le fasse parce qu'en question d'esthétisme, pour certaines races, notamment le caniche, où l'on va tondre tout le museau et donc les vibrisses avec. Est-ce dangereux pour l'animal? Bien, je pense que vous avez déjà vu des caniches évoluer. Ça va être perturbant pour l'animal au tout début, par exemple, quand il est tout petit et c'est la première fois qu'on va lui tondre le museau. Il va probablement se prendre une ou deux portes vitrées dans la figure avant de comprendre qu'il faut y aller doucement avant de passer ce qui ressemble à une porte et qui pourrait être vitrée. Est-ce que ça lui fait mal? Je n'ai trouvé aucune donnée à ce sujet et en observant les toilettages, je pense que l'on peut conclure des observations que l'on fait du toilettage que l'animal n'est pas insensible à la coupe des vibrisses. L'animal le sent. Certains sont plus sensibles que d'autres. Certains vont relever la babine et montrer la dent lorsque l'on approche la tondeuse de cette zone. Faut-il donc les couper ou pas? C'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de preuve intangible que ça les fait souffrir. L'animal peut s'adapter et vivre tout à fait normalement sans ses vibrisses. Là, je parle du chien. Donc, pour ce qui est du chien, je pense que c'est à vous de déterminer votre propre politique et de décider si vous souhaitez le faire ou pas au regard des éléments scientifiques que je viens de vous donner. Voilà.
Maintenant, revenons sur le poil et son anatomie. Un poil, il est constitué d'abord d'une racine et ensuite d'une tige. Alors la racine se trouve dans la profondeur de la peau, elle n'est pas visible. La tige, elle, possède une extrémité libre qui dépasse de la surface cutanée. C'est ce que l'on voit lorsqu'on regarde un pelage, les poils qui dépassent, on voit la tige. Les poils sont constitués de différentes protéines, notamment par exemple, on va y retrouver la cystine. Maintenant, prenons l'anatomie interne du poil. Le poil se compose de 3 parties, de l'intérieur vers l'extérieur. Au centre du poil, nous avons la médula. Il s'agit en fait de cellules aplaties de haut en bas. Elles sont solides près de la base du poil et plus on monte dans le poil, plus elles vont être espacées et on va retrouver de l'air et on va retrouver des globules de glycogène par exemple. En gros, c'est très dense en bas et plus on monte, plus il y a des espaces entre les cellules de la médula. Autour de la médula, on retrouve le cortex. Alors le cortex est constitué de cellules cornifiées qui sont allongées parallèlement au grand axe du poil. Et c'est le cortex qui contient les pigments, c'est-à-dire que c'est le cortex qui va accueillir la couleur du poil. Et anatomiquement, il représente environ 1/6 à 1/4 de l'épaisseur du poil. Puis, autour du cortex, on retrouve ce qu'on appelle la cuticule. La cuticule est composée de cellules aplaties qui sont cornifiées, anucléées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de noyau. Et comme dans le stratum corneum, elles sont organisées comme des tuiles sur un toit. Donc elles sont toutes plates et très adhérentes entre elles. Et lorsqu'elles sont bien adhérentes entre elles, elles vont donner l'aspect doux et soyeux au toucher du poil. Les cellules aplaties et cornifiées qui forment la cuticule sont collées entre elles par le sébum. Que signifie avoir des cuticules ouvertes? Eh bien, les cuticules ne sont pas des petites portes avec des gonds qui s'ouvrent et qui se ferment, non. En fait, les cuticules sont simplement des cellules qui sont collées. Et lorsqu'on enlève cette colle, lorsqu'on enlève le sébum, eh bien, elles se relèvent automatiquement, laissant notamment une entrée vers le cortex. Donc, lorsqu'un poil ne produit pas assez de sébum, ou qu'il a été trop dégraissé, ou qu'il a été tout simplement dégraissé par le toilettage, eh bien, toutes les cuticules sont ouvertes. C'est l'une des nombreuses raisons qui fait qu'on ne peut pas toiletter un animal sans le conditionner. Tout animal shampooiné doit être conditionné ensuite si l'on veut fermer les cuticules. Si vous laissez les cuticules ouvertes, le poil s'emmêlera beaucoup plus vite et il deviendra cassant. Donc, avec ces 3 types de poils qu'on a vus en premier, le poil primaire latéral et le poil secondaire, eh bien, en fonction de la répartition de ces différents types de poils, on obtient différents types de pelage. Donc, les différences de pelage, généralement, vont dépendre des races, puisque chaque race va avoir un certain poil prédominant. Par exemple, le pelage qui est appelé classique, c'est notamment, par exemple, le pelage du berger allemand.
hein, ou tout ce qu'on appelle faussement les fourrures doubles, qui en réalité sont donc des fourrures triples. On va avoir une quantité à peu près bien répartie entre poils primaires et poils primaires latéraux d'un côté et poils secondaires de l'autre. La proportion entre chacun de ces poils va principalement dépendre de la saison et de la manière dont l'animal va muer, mais la répartition est à peu près égale entre les poils primaires et primaires latéraux et les poils secondaires. On peut aussi avoir des chiens qui auront le poil court et dur. Alors les chiens à poil court et dur, cela signifie qu'en fait ils ont beaucoup plus de poils primaires. Les poils primaires sont très développés, et là je parle des deux types de poils primaires. Et ils auront par contre très peu, voire pas de sous-poil du tout. On peut avoir aussi des chiens au poil court mais fins et doux. Alors ces chiens généralement ont de nombreux poils secondaires et ils vont avoir des poils primaires aussi, mais qui seront de petite taille. Chez les poils longs, eh bien on a un peu les deux. On peut avoir des poils longs avec une proportion importante de poils secondaires. Par exemple, le caniche n'a quasiment que des poils secondaires. En fait, le caniche ne produit quasiment que du sous-poil. On peut aussi parler du Bedlington. Alors le Bedlington, c'est un chien qui va venir au monde avec tous ses poils primaires. Et comme c'est le poil primaire qui accueille la quasi-totalité de la pigmentation, le chien est tout foncé. Puis, en grandissant, son poil secondaire va se développer et beaucoup plus que le poil primaire, il en aura beaucoup plus, et le poil secondaire ne reçoit que très peu de pigmentation. Par conséquent, il s'éclaircit à mesure que le poil secondaire se développe. Mais lorsque vous allez regarder, vous allez écarter ou même simplement regarder de très près la fourrure d'un Bedlington, vous pouvez tout à fait voir des poils noirs, ou du moins très foncés, au milieu, dans la masse du poil secondaire très clair. Dans la race, on appelle ça le crin. C'est en réalité donc le poil primaire qui est là, mais qui est en tellement petite quantité que la fourrure s'en trouve très éclaircie. Alors lorsqu'on parle de type de fourrure, eh bien, les nombreuses caractéristiques du pelage sont transmises généralement par un gène autosomal récessif. Un gène autosomal, c'est un gène qui est autre que sexuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un gène qui est accroché à X ou Y. Donc, récessif signifie que les deux parents doivent transmettre le gène pour qu'il ressorte, pour que la caractéristique ressorte. Par exemple, la couleur marron. Alors la couleur marron qu'on appelle chocolat, bronze, chez le Terre-Neuve, le terrier tibétain, le charpé, eh bien il faut que les deux parents soient porteurs du gène marron pour que les chiots soient marrons. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir deux parents noirs, mais si ces deux parents sont tous les deux porteurs du gène marron, alors on a à peu près 25% de chance, une chance sur 4, d'obtenir un chiot chocolat, un chiot marron. La caractéristique du poil long également, que l'on retrouve chez l'Alaskan Malamute, chez le corgi, le braque hongrois, le berger allemand, le mastif, le berger belge, le braque de Weimar, etc., etc. Le caractère de dilution qu'on va retrouver chez le dog allemand, le charpé encore, l'azawak, le Staffordshire terrier, le bull terrier, le greyhound, le berger belge, le whippet, le bulldog anglais, le bulldog français, etc., etc. Le gène de dilution se transmet uniquement, ne se transmet pas, se ressort chez le chiot uniquement lorsque les deux parents sont porteurs. Par contre, puisqu'on parle de transmission, pour être sûr que je ne vous ai pas embrouillé, lorsqu'on a un parent qui possède le gène récessif ou dominant, et un parent qui ne le possède pas, on aura
aucun chiot dans la portée qui va manifester cette caractéristique. Par exemple, aucun chiot n'aura le poil long. Par contre, certains des chiots seront porteurs, eux aussi auront le gène autosomal récessif avec la caractéristique et seront donc susceptibles de le transmettre à leur descendance. Donc le poil pousse. Et la manière dont le poil pousse dépend aussi de caractéristiques génétiques. Voyons d'abord comment le poil pousse, voyons le cycle pilaire. Alors le cycle pilaire, on va dire tout d'abord qu'il se décompose principalement en 3 grandes phases, elles-mêmes entrecoupées de phases intermédiaires. Donc d'abord la première phase, dite anagène, c'est la phase de croissance du poil. C'est là où le poil est parfaitement vivant, parfaitement bien accroché à la papille dermique et il pousse. Puis vient la phase intermédiaire ou catagène. On l'appelle également la phase de dégénérescence. Là, le poil va commencer donc à dégénérer, va commencer à se rétrécir et va progressivement commencer à se détacher de la papille dermique. Puis, alors la phase catagène dure environ 10 à 20 jours, peu importe l'individu. Ensuite vient la phase dite télogène. Alors on l'appelle également parfois la phase de repos, puisque en fait dans cette dernière phase, le poil n'évolue plus, il a complètement rétréci sur lui-même, il est complètement détaché de la papille dermique, et là il se repose en attendant qu'un autre poil entre en phase anagène et vienne l'expulser du follicule. Et cette phase qui est à cheval sur la fin de la phase télogène de l'ancien poil et à cheval sur le début de la phase anagène du nouveau poil, c'est la phase exogène, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le vieux poil est expulsé par le nouveau. Donc la phase exogène. Étudions maintenant la longueur des cycles. Alors, plusieurs facteurs déterminent la longueur des cycles, mais le principal facteur, c'est le facteur génétique. Lorsqu'on parle de la longueur des cycles par rapport à la génétique, on peut classer toutes les races dans 2 groupes. D'abord, certaines races de chiens uniquement sont dites anagènes, c'est-à-dire elles ont une phase anagène extrêmement longue, donc on pense au Yorkshire, au Bichon, au Caniche, au Wheaten Terrier, au Kerry Blue, etc., etc. Ce sont des chiens qui n'ont pas génétiquement de longueur de poil préprogrammée. C'est-à-dire que les gènes ne disent pas à un moment donné « Non, mais en fait, le poil doit faire 20 cm, alors quand on arrive à 20 cm, on arrête les gars ». Dans l'autre groupe, on va avoir d'abord tous les chats, sans exception, absolument tous les chats, et une très grande partie des races de chiens, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en réalité, par rapport au nombre, aux centaines de races de chiens qui existent, il y en a très peu qui sont dites anagènes. Et donc dans ce deuxième groupe, on a toutes les races qui sont dites télogènes, c'est-à-dire avec une phase télogène très longue, parce que ces chiens et tous ces chats
une longueur de poil préprogrammée génétiquement. Ça veut dire que lorsque le poil a atteint sa longueur, il s'arrête, puis il va rester là jusqu'à la mue. Donc, tous les chiens de type berger, tous les chiens nordiques, tous les chiens de type primitif, etc., tous les molossoïdes, absolument tout, énormément de terriers, etc., ont des poils, sont télogènes. Donc, la longueur des cycles est déterminée par d'abord un facteur génétique, un facteur important. Ensuite, cette phase longue anagène ou cette phase longue télogène ne va pas être de la même longueur chez tous les individus, strictement par exemple toujours 3 mois. En fait, les cycles vont également être déterminés par des facteurs externes, par exemple le changement de saison, la photopériode, la manière dont le chien est alimenté, ou le chat. Des carences provoquent des cycles plus courts. Enfin, la durée de ces phases va aussi dépendre de facteurs internes, par exemple les hormones, la manière dont la peau est vascularisée, aussi des facteurs de croissance. Lorsqu'un animal est en pleine croissance, ses poils sont en phase anagène lorsqu'il constitue son pelage d'adulte. Puis ensuite, il va prendre, à l'âge adulte, les cycles de l'adulte. Il est important de comprendre, lorsqu'on parle de ces cycles, que chaque follicule est complètement indépendant des autres. C'est-à-dire qu'en fait, chaque follicule vit sa vie sans regarder ce que fait son voisin. Il est à un stade différent dans le cycle de croissance et ça permet notamment à ce que le chien ou le chat ne se retrouve pas complètement nu à un certain moment. Parce que si vous avez tous les poils en phase télogène, ou en phase exogène au même moment, ça veut dire que tous les poils tombent en même temps. Donc, chaque follicule est indépendant des autres. Bonjour à tous, nous voici de retour donc pour la suite de ce cours de dermatologie animale appliquée au toilettage. Par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois concernant le poil, l'anatomie, la pigmentation, etc., j'aimerais revenir sur un élément que je n'ai pas évoqué la dernière fois mais qui me paraît important, surtout pour ceux d'entre vous qui font du créatif. Donc comme je vous le disais dans le cours précédent, le pigment, le mélanine et la phéomélanine vont se stocker dans le poil, dans la partie qui s'appelle le cortex. Vous vous souvenez, au centre nous avons la médula, autour nous avons le cortex, puis autour nous avons la cuticule. Lorsque l'on fait de la coloration, eh bien, en fait, il y a deux types de coloration. Ça dépend si on fait de la coloration dite temporaire, ou bien si on va faire de la coloration dite permanente ou semi-permanente. Alors je ne suis pas là pour débattre, est-ce que la coloration c'est bien, est-ce que la coloration c'est pas bien, ce n'est pas le sujet. Je vous explique la science qui existe derrière la coloration et la manière dont elle interagit avec le poil. Donc il faut séparer ces deux types de coloration. Prenons d'abord la coloration temporaire. La coloration temporaire n'est pas supposée durer. Par conséquent, si on veut utiliser la coloration temporaire, que se passe-t-il? En réalité, cette couleur, on ne teint pas le cheveu, on le colore, on applique donc la coloration
à la surface du poil sur la cuticule. Donc, il est très important, lorsque l'on applique une coloration dite temporaire, de parfaitement refermer les cuticules des poils avant d'appliquer la coloration. Car sinon, certains pigments vont entrer dans le cortex, et puisque ces pigments entrent dans le cortex, ils colorent le poil au lieu de simplement poser les pigments sur le poil, on a les pigments qui rentrent à l'intérieur. Donc par conséquent, lorsqu'on va rincer cette coloration, eh bien, il y a un risque qu'elle ne parte pas et qu'elle reste assez longtemps. Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois. En plus, tout dépend du type de pigment. Par exemple, avec le pigment rose ou le pigment orange, c'est encore pire. Ce sont des pigments qui accrochent encore plus dans les produits de coloration qui existent à l'heure actuelle. Donc, lorsque vous utilisez des produits de coloration temporaire, il est très important de conditionner l'animal avant. Vous ne pouvez pas juste faire un shampoing, sécher et appliquer votre coloration temporaire. Vous devez shampouiner, conditionner pour refermer les cuticules, sécher, puis ensuite colorer. Ensuite, la coloration permanente. Bien, la coloration permanente, c'est le contraire. On veut qu'elle dure. Donc, on veut qu'elle entre dans le cortex. On ne veut pas qu'elle reste à la surface du poil, sinon elle va partir. Donc, on va au contraire ouvrir le plus possible les cuticules et par conséquent, on va utiliser un dégraissant. Un dégraissant assez fort la plupart du temps qui est utilisé pour permettre de vraiment dégraisser à fond le poil et d'ouvrir tous les cuticules. Puis, on ne va pas conditionner ce chien. On va appliquer la couleur d'abord. Ce n'est qu'une fois la coloration terminée que l'on va conditionner. Car là, effectivement, les pigments vont donc rentrer dans le cortex. Alors, comment cela se passe avec un produit permanent ou semi-permanent? Il n'y a pas que des pigments qui entrent dans le cortex. En fait, mélangés avec les pigments du produit de coloration, il y a aussi des produits chimiques qui sont là pour détruire tout le contenu du cortex. Pas uniquement la coloration. Tout ce qui est dans le cortex est détruit et remplacé par le pigment synthétique. Donc, il est très important de comprendre que les colorations, et qu'elles soient temporaires ou permanentes, ces colorations, ces produits de coloration contiennent des produits chimiques très toxiques qui ne doivent donc pas entrer en contact avec la peau de l'animal ou la vôtre. C'est pour ça qu'on protégera toujours la base du poil lorsque l'on va teindre l'animal, de manière à garder une certaine distance entre la peau et la couleur pour ne pas qu'il y ait contact. Je vous invite à aller regarder la liste des ingrédients des produits de coloration si vous en utilisez, même ceux qui se disent naturels, et je vous laisse découvrir par vous-même les joies de la composition des produits créatifs. Donc, on ne peut pas obtenir les résultats que certains produits obtiennent avec des teintures naturelles. Donc, faites attention. Le poil en lui-même, sera bousillé, mais si vous ne touchez pas la peau, il n'y a pas de retour vers la peau. Donc, on peut tout à fait colorer l'animal sans atteindre à sa santé à partir du moment où on respecte les règles. C'est-à-dire pas d'inhalation et pas de contact cutané. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on évite aussi toutes les zones de muqueuse. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse de produits créatifs. Pour ceux qui en font, je pense que c'est intéressant de savoir aussi comment fonctionne ce processus. Nous allons poursuivre maintenant avec la mue. Donc qu'est-ce que c'est la mue? Eh bien, la fourrure, à un certain moment, une grande quantité de poils va entrer soit en phase anagène, soit en phase télogène, et on appelle ça une mue. C'est-à-dire que, notamment, celle qu'on connaît le plus, la mue où la mue de printemps, le chien perd tous ses poils. Bien. Alors, d'abord, combien de mues différentes existent-ils? Principalement, on va dire qu'il existe 3 types
de mue. D'abord, la première mue qui existe, c'est la mue en mosaïque. La mue en mosaïque, c'est un renouvellement progressif du poil. En fait, l'animal va perdre en permanence, dans des zones différentes, ses poils. Et ça dure tout au long de l'année, contrairement à d'autres mues qui sont saisonnières. Donc, on va retrouver ce type de mue de manière assez flagrante maintenant chez quasiment tous les animaux de compagnie qui vivent en intérieur, parce qu'ils n'ont plus à subir les changements de photopériode ou les changements importants de température dus aux saisons. Et par conséquent, le corps s'adapte. Il n'a plus réellement besoin d'une énorme densité de sous-poil en hiver ou d'une très faible densité de sous-poil en été, puisque l'animal vit comme il vit en intérieur. Il vit toujours à une température à peu près tempérée. L'été c'est aéré, l'hiver c'est chauffé. Donc le corps s'adapte. Et comme le corps s'adapte, eh bien, il fait simplement un maintien du sous-poil régulier de manière à garder juste ce qu'il faut. Voilà. Donc on appelle cette mue la mue en mosaïque. Ensuite, il y a deux autres types de mues qu'on appelle les mues dites principales. On peut appeler ça aussi des mues saisonnières si vous voulez. La mue de printemps d'abord. Alors pendant la mue de printemps, le chien va constituer un pelage moins dense, c'est-à-dire qu'il va perdre ses poils en plus ou moins grande quantité parce le corps veut pallier à l'arrivée de températures plus élevées, puisque là on est au printemps, donc l'été va arriver, et aussi à une augmentation de l'exposition à la lumière, parce que en été, printemps puis été, la photopériode s'allonge, c'est-à-dire la photopériode, c'est le temps d'exposition à la lumière du jour. Donc, en été, les jours rallongent, et donc le temps où nous sommes exposés à la lumière du jour est plus importante. Donc, la mue de printemps permet de pallier à ces changements de température et à cet allongement de la photopériode en faisant tomber le poil. Puis nous avons la mue d'automne. Là, c'est le contraire. Cette mue, c'est la constitution d'un pelage plus dense, un pelage en fait d'hiver, puisqu'on va avoir une diminution de l'ensoleillement, donc une diminution des jours et donc de la photopériode, et on va aussi avoir une diminution des températures. Donc, durant ces deux phases principales, il y a croissance maximale des poils à la fin du printemps, c'est-à-dire qu'en fait, au printemps, l'animal va muer, puis, dès que la mue est finie, les poils se remettent à pousser. Parce que le temps qu'ils arrivent à la bonne longueur et à la bonne densité, l'hiver sera là. Donc, en hiver, au contraire, on a une croissance minimale des poils. Parce que là, les poils ont poussé tout au long du printemps et de l'été. Et ils restent là pendant tout l'hiver. Donc il y a croissance minimale. Ceux qui devaient être là sont déjà là. Ils arrêtent de pousser. Ils sont en phase télogène. Et ils restent en phase de repos. Jusqu'au printemps où une nouvelle phase exogène va démarrer et faire la mue de printemps. Et là, tous ces poils vont tomber. Donc, les animaux qui vivent en extérieur muent 2 fois par an. Alors, les animaux qui vivent en extérieur vont faire la mue tout au long de l'année comme on a vu, mais évidemment, certains, même beaucoup, vont faire aussi des mues principales, mais par contre, elles seront beaucoup moins abondantes, beaucoup moins impressionnantes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, en été, on va constater, alors avec des variations selon les races, qu'on a en moyenne, dans le pelage, 30% des follicules primaires et 50% des follicules secondaires qui sont au repos. Donc les poils morts, en phase télogène, qui ne poussent plus. Donc 30% des follicules primaires et 50% des follicules secondaires sont au repos. Ça veut dire que tous les autres ne le sont pas. Ils sont en train de pousser. En hiver, 75% des follicules primaires et 90% des follicules secondaires
sont au repos. Ça veut dire donc qu'il n'y a que 10% de sous-poils et 25% du reste des poils qui sont dans une autre phase, donc catagène ou anagène ou exogène. Donc ça, c'était pour les mues dites principales. Il y a un troisième type de mue qui existe, donc chez certaines races ou chez certains individus spécifiques. On va assister également à une mue qui va être soit partielle, soit complète, très impressionnante. Et généralement, elle va arriver par exemple en période de lactation ou de gestation, ou suite à un très grand stress ou à une détresse psychologique de l'animal. Lorsque cette mue apparaît, on appelle ça l'effluvium. Donc c'est le troisième type de mue. Mue en mosaïque, mue principale, effluvium. Donc nous avons vu comment fonctionne le poil et le pelage. Il existe certaines spécificités pour le chat. Donc si on prend le pelage spécifique des chats, qu'est-ce qui est spécifique aux chats? Bon, déjà on peut dire qu'il y a chat à poils courts et chat à poils longs. Donc les chats à poils courts, généralement ils ont des poils primaires qui vont mesurer environ 4,5 cm. Évidemment, il y a des variations selon les races. Et en moyenne, dans les poils longs, le poil fait à peu près 15 cm. Donc quand le chat a un phénotype de poils courts, on dit que c'est un phénotype sauvage. Et ce phénotype est beaucoup plus nombreux que les races au phénotype poil long. Alors phénotype, c'est par opposition à génotype. Phénotype, c'est ce que l'on peut voir. En fait, ce sont les gènes qui ressortent, toutes les caractéristiques physiques qui sont ressorties dans l'animal. Chez les chats, le follicule est composé comme chez le chien. Donc c'est à peu près la même composition. On a un poil primaire, 2 à 5 poils primaires latéraux et 5 à 20 poils secondaires. Et les textures de fourrure, sont les mêmes. Mais il y a des exceptions. Donc comme les races Rex par exemple. Les races Rex ont une mutation génétique qui fait que tous les poils sont incurvés et tordus. Et on se retrouve par exemple avec le Devon Rex, où on a des poils secondaires et des poils primaires qui sont totalement identiques. Ils n'ont pas de différence de taille, de finesse, de structure. On a aussi le Cornish Rex, où là, on n'a pas du tout de poils primaires. Ce qui est exceptionnel chez une race de chat. Il y a toujours du poil primaire. Donc je vous disais, l'unité folliculaire est la même, c'est-à-dire qu'en fait, on a à peu près le même nombre de poils. Par contre, ce qui va changer, c'est la densité pilaire. Pour un chat, on a une densité pilaire beaucoup plus importante que celle du chien, puisque là, on peut avoir jusqu'à 1800 poils par centimètre carré, ce qui est énorme, ce qui vous fait comprendre pourquoi il est si difficile de rentrer dans le pelage du chat pour le démêler, etc. Ensuite, et ça on l'a déjà dit, contrairement au chien, la couleur du chat va dépendre presque uniquement de son poil. Alors que chez le chien, une partie de la pigmentation peut aller dans la peau. Exception faite bien sûr pour les chats qui sont nus puisqu'ils n'ont pas de poils. Donc lorsqu'ils sont exposés au soleil, eh bien c'est leur peau qui se pigmente. Donc nous restons dans l'épiderme. Et nous allons parler des glandes cutanées. Alors, la majorité des glandes de la peau chez le chien et le chat
sont associées aux follicules pileux et aux poils. Alors que chez nous, eh bien, nos glandes, la majorité de nos glandes cutanées sont associées à la surface cutanée. C'est-à-dire qu'ils sont accrochés sous l'épiderme et non pas à la poche du follicule. Alors on va parler simplement des deux glandes principales, les glandes sébacées et les glandes sudoripares. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une glande sudoripare? Eh bien, une glande sudoripare, normalement, chez l'humain, c'est la glande qui sécrète la sueur et les odeurs. Et l'humain transpire, il sue, parce que il a chaud et que par conséquent la peau, l'organisme, envoie de l'eau à la surface de la peau pour refroidir le corps. Donc c'est un processus d'évaporation tout simplement qui permet de réguler la température corporelle. Les animaux, les chiens et les chats ont des glandes sudoripares, mais la sudation, le phénomène de transpiration, est un phénomène qui est très peu développé chez le chien. Alors, il est un tout petit peu plus développé chez le chat, mais que ce soit chez le chien ou chez le chat, ce phénomène de sudation n'a presque aucune incidence sur la thermorégulation, puisque cette thermorégulation chez les carnivores comme le chien et le chat, elle va être assurée par la respiration. L'animal a chaud, il respire pour ingurgiter de l'air froid et refroidir son corps. Mais, puisqu'elles sont là, elles servent comme à quelque chose, ces glandes synthétisent également des substances. Elles vont synthétiser des odeurs. Et ces odeurs ont probablement un rôle majeur dans l'identification sexuelle et aussi probablement également dans les interactions sociales. C'est-à-dire que les odeurs dégagées permettent à un individu de déterminer s'il est en face d'un mâle ou d'une femelle, ou d'un jeune, ou d'un vieux, ou d'un animal présentant peut-être un problème de santé spécifique. Donc, la glande sudoripare sert principalement à l'identification et les interactions sociales. Ensuite, qu'est-ce qu'une glande sébacée? Les glandes sébacées, eh bien, elles produisent le sébum. Le sébum, c'est une sécrétion riche en graisse et cette sécrétion va aller s'intégrer à la couche cornée superficielle et elle va protéger la peau et elle va participer à sa souplesse. C'est-à-dire que une peau qui n'a pas de sébum ou pas suffisamment de sébum n'est pas souple et elle va craquer, elle va casser. Le sébum crée également l'atmosphère de cette petite planète peau dont on a parlé précédemment. Et le sébum va donc protéger également contre le développement de certains microbes ou de certains micro-organismes spécifiques. Le sébum va aussi aller sur le poil. Il va en lustrer toute la surface et va lui donner un aspect brillant et lisse. Le sébum va aussi assurer une protection contre les agressions extérieures. Il protège par exemple contre les intempéries, contre la pluie et contre le vent. Les glandes sébacées, on les retrouve sur toute la peau, sauf à la truffe et au coussinet. Lorsque ces glandes dysfonctionnent, lorsqu'il y a un problème, eh bien c'est là que l'on va retrouver par exemple le phénomène de séborrhée, ou bien qu'on va sentir de mauvaises odeurs sur l'animal.